Un adolescent ayant tué une jeune fille de 17 ans dans un accident de véhicule utilitaire tout-terrain a plaidé coupable dans un accord validé par la famille de la victime. Sa peine l'empêche d'obtenir un permis de conduire et l'oblige à raconter son histoire à d'autres personnes poursuivies pour conduite en état d'ivresse. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas reçu? C'est ce que nous allons examiner ainsi que ce qui s'est passé dans cette communauté huppée de l'Oregon. Bienvenue dans Sidebar présenté par Law and Crime. Je suis Jesse Weber. L'île Savvy, près de Portland, dans l'Oregon, est une petite communauté proche de la frontière avec l'État de Washington. D'après le recensement de 2000 environ 1000 personnes y vivaient. Outre ces plages, l'île compte de nombreuses terres agricoles où l'on cultive fraises, pêches, courgettes et citrouilles. Destination touristique prisée en automne, les fermes locales offrent alors balades en charrette, cueillettes de citrouilles et labyrinthes de maïs. En mai dernier, dans les zones rurales de l'île de Savvy, un drame est survenu. Des adolescents fêtant la fin des examens sur une propriété ont vu un véhicule utilitaire conduit par un jeune de 18 ans, apparemment ivre, se renverser. Et cela a coûté la vie à Avali Cruz, 17 ans, de Scappoose. C'est une ville voisine de l'île de Savvy. D'accord, pour m'aider à comprendre ce qui s'est passé dans cette enquête et comment le bureau du procureur a conclu cet accord. Je veux souhaiter de nouveau la bienvenue à l'avocat de la défense pénale, Eric Fatis. Eric, ravi de te voir, merci d'avoir pris le temps de revenir ici sur Sidebar. Donc, le suspect dans cette affaire, Hayden Heard, qui était apparemment ivre lorsqu'il a pris le volant de ce véhicule utilitaire Polaris, n'avait 18 ans que depuis une semaine lorsque cet accident s'est produit. Il s'est retrouvé à faire face à plusieurs chefs d'accusation, conduite sous influence, homicide involontaire, et selon le bureau du procureur, son âge a été un facteur. Cela a été pris en compte dans la décision concernant la peine qu'il recevrait s'il acceptait de plaider coupable. Alors, quelle différence cela fait-il d'être inculpé en tant qu'adulte plutôt qu'en tant que mineur dans ce type d'affaires? Oh, ça peut faire toute la différence, Jesse. Cela peut faire une différence en ce qui concerne la condamnation. En général, dans la plupart des États, le régime de peine pour les mineurs est assez limité. Vous savez, on peut les placer dans l'équivalent d'un centre pour mineurs, dans un établissement pour mineurs pendant quelques années. Si vous êtes jugé comme un adulte, la peine de prison possible augmente de plusieurs années, voire décennies. Cela fait une grande différence, et l'âge est clairement un facteur ici. Selon cette déclaration sous serment, je cite, « Le 18 mai 2025, juste après minuit, le MCSO a été informé du retournement d'un véhicule. La victime ne respirait pas, une réanimation cardio-respiratoire était tentée. Les adjoints du MCSO sont arrivés sur les lieux dans la zone du 15003, Northwest Gillian Road. C'est une zone rurale du comté de Monoma, et une partie de l'incident a eu lieu sur une propriété privée, dans un pâturage. Le député Timothée Dominique a été parmi les premiers sur place et interpellé par des lycéens. Le député Dominique a couru pour rejoindre la victime. Arrêt cardiaque. Allongée sur le dos, elle ne respirait pas, ne répondait pas et semblait avoir une fracture profonde du crâne côté gauche. Arrêt cardiaque n'a pas survécu à ses blessures et est décédé sur les lieux. Le procureur du comté a déclaré en conférence de presse que c'était une affaire inhabituelle pour eux. Un accident présumé lié à l'ivresse sur une propriété privée et non sur la voie publique. Je suppose, Eric, que la question est quelle différence cela fait-il? Vous savez, parfois il y a des lois qui ne s'appliquent qu'aux espaces publics, contrairement aux espaces privés. Il s'agit souvent de lois sur la circulation qui exigent généralement qu'une infraction ait lieu sur une voie publique pour qu'une contravention soit délivrée. Cependant, il existe des exceptions. On ne peut pas commettre n'importe quel crime sous prétexte d'être sur un terrain privé. Ici, les procureurs n'ont pas jugé cela particulièrement important, même si c'est différent puisque cette personne n'était pas sur la voie publique et ne mettait pas forcément d'autres en danger. Et donc, cela pourrait être une circonstance atténuante que les procureurs ont prise en compte. Les enquêteurs et autorités se sont précipités sur cette propriété, apparemment détenue par un membre du conseil scolaire local. Nous allons y venir dans une minute. Mais pendant que les adjoints essayaient de comprendre ce qui s'était passé ici, comment cela a-t-il pu arriver? Ils ont reçu différentes versions de l'histoire de Heard, 18 ans. L'affidavit détaille ce que les adjoints ont constaté. Avant de faire le tour de la propriété en Polaris, des jeunes de 16 à 18 ans buvaient de l'alcool dans une grange pour fêter la fin des examens. Heard, avec AC et Brooklyn Johnson, a ensuite conduit le Polaris autour des propriétés. Heard était sur le siège conducteur, Johnson était sur le siège du milieu et AC était sur le siège passager. Aucune ceinture de sécurité ni casque ne semble avoir été portée. La propriété était très sombre, avec peu d'éclairage. Il a été décrit que les trois ont fait un tour de la propriété et lors du deuxième passage,
Heard a fait un virage brusque, renversant le véhicule côte à côte. L'arceau de sécurité a alors frappé arrêt cardiaque à la tête, provoquant probablement la fracture du crâne qui l'a tué. On ne sait pas qui, mais les personnes présentes sur les lieux ont réussi à remettre le Polaris sur ses roues. Libérant arrêt cardiaque, Johnson a réussi à s'échapper et à ramper à l'arrière du Polaris pour aller chercher de l'aide. Des efforts ont été faits pour sauver arrêt cardiaque. Maintenant, Eric réfléchit. L'alcool, les casques, l'éclairage. Pourquoi tout cela est-il si important? C'est donc essentiel pour les accusations potentielles. D'après ce que j'ai compris, l'accusation a d'abord poursuivi avec une inculpation pour homicide involontaire. L'état d'esprit requis pour le prouver est souvent l'imprudence. La personne connaissait le risque, l'a ignoré et l'a pris malgré tout. Ce n'était peut-être pas de l'imprudence, mais sans doute de la négligence. Ils auraient donc dû être plus prudents. Comme tu l'as dit, manque de visibilité. Ils roulent sur des routes non goudronnées, sans ceinture ni casque. Aucune mesure de sécurité n'a été prise pour cette activité risquée. En plus de ça, on ajoute l'alcool. Et c'est tout simplement une recette pour un désastre, ce qui est exactement ce que nous avons ici. Y a-t-il une explication du point de vue d'un avocat de la défense? Je veux dire, si c'est vrai, pas de casque, pas de ceinture de sécurité, pas de lumière, de l'alcool, comment un avocat de la défense peut-il gérer ça? Vous savez, mais du côté de la défense, il faut examiner quels pourraient être les éléments atténuants. Ce conducteur, le prévenu, avait 18 ans. C'était un jeune homme. Malheureusement, les jeunes prennent parfois des décisions stupides, mais cela ne doit pas forcément ruiner leur vie. Ici, il s'agit d'un décès. Cette décision stupide a donc eu une conséquence réelle. La défense soulignera sans doute l'absence d'antécédents criminels et s'interrogera sur le risque futur pour la communauté. Vous avez ce jeune de 18 ans, probablement sans antécédents criminels significatifs, un événement horrible qui s'est produit. Mais va-t-il représenter un danger au cours des 5, 10, 20 prochaines années? Ces éléments sont également importants et pourraient favoriser l'accusé. Évoquons aussi ce que Heard aurait dit sur place ce soir-là, après avoir entendu ses droits Miranda. Il est écrit, je cite, « Lorsqu'on lui a d'abord demandé s'il avait consommé de l'alcool, Heard a d'abord nié avoir bu. Lorsqu'on lui a fait remarquer qu'il y avait une odeur d'alcool provenant de son haleine, il a admis n'avoir consommé qu'une seule bière plus tôt dans la soirée. » L'affidavit décrit les tests de sobriété sur place, précisant que Heard les a échoués. Le document du tribunal indique également que Heard a accepté une prise de sang afin qu'il puisse déterminer son taux d'alcoolémie. Et le document poursuit. À la fin de l'évaluation, Heard a finalement admis, après avoir été de nouveau confronté, avoir bu 2 bières et un shot de vodka l'heure avant l'accident. Interrogé sur sa consommation d'alcool, Heard a indiqué en avoir bu lors d'autres occasions spéciales comme Halloween ou la fin des examens. Heard a également confirmé qu'il avait déjà conduit ce type de véhicule utilitaire par le passé. Maintenant, Eric, c'est grave. C'est vraiment, vraiment grave. Mais je suppose peut-être, et je ne veux pas parler à la place de qui que ce soit, que ce qu'il essaie peut-être de suggérer, c'est « j'ai déjà bu avant, j'ai déjà conduit ça avant ». Ça n'a pas eu d'effet sur ce qui s'est passé. Vous savez, je suppose que c'est peut-être l'argument sur lequel il essayait de s'appuyer ici. Cependant, c'est certainement curieux et en fait assez courant lorsqu'il s'agit d'un événement lié à l'alcool que le suspect dise « Oh non, je n'ai rien bu. Ah bon, oui, j'ai bien pris un verre. Ah, maintenant je me souviens, j'ai pris 2 verres. Ah, 2 verres plus un shooter. » Ce chiffre ne cesse d'augmenter et bien sûr, un jeune de 18 ans n'a pas le contrôle de ses facultés de manière suffisante. Même s'ils ont déjà bu de l'alcool par le passé, leur corps ne peut pas le gérer de la même manière qu'une personne de 21 ans ou plus. Et donc, même s'il a cette expérience passée, est-ce que cela atténue la situation ou est-ce que cela aggrave le fait qu'il se soit engagé dans ce genre d'activité illégale en tant que mineur à l'avenir? Et voilà, nous avons cette tragédie qu'il a causée en s'adonnant à cette même activité. On dit que mentir à la police est risqué. Après son arrestation en mai, il a été inculpé d'homicide involontaire au second degré, conduite sous influence et 2 chefs de mise en danger d'autrui. Étais-tu surpris par ces accusations, Eric? Pas vraiment surpris. Une chose que les gens doivent garder à l'esprit, c'est que, surtout lorsqu'il s'agit de conduite sous influence, beaucoup pensent que cela signifie être dans un camion sur l'autoroute, ivre ou autre. Ce n'est pas toujours vrai. Dans la plupart des États, conduire un véhicule motorisé en étant intoxiqué suffit pour être considéré comme en état d'ivresse. Donc, le fait qu'il s'agissait d'un véhicule utilitaire côte à côte ne protège pas pour autant l'accusé d'une accusation de conduite en état d'ivresse.
Donc, je ne suis pas surpris que cette accusation ait été retenue et je ne suis pas non plus surpris que l'accusation d'homicide involontaire par conduite dangereuse ait été retenue. Il semble que l'accusé était conscient d'un risque qui aurait pu se produire et qu'il l'a quand même pris. Maintenant, Heard est apparu au tribunal le 19 mai et a plaidé non coupable. Les parents d'Eva ont pris la parole lors de l'audience, demandant de la clémence. Selon KPTV, Brooke Cruz a déclaré « Nous n'aurions pas voulu écrire ces mots et tenons à ce que vous sachiez qu'elle était tout ce qu'on pouvait espérer d'une fille, une âme vraiment belle. Nos cœurs sont brisés pour notre fille, mais aussi pour Aiden et sa famille. Nous supplions ce tribunal d'épargner Aiden. Il souffrira déjà, et cela ne ramènera pas notre fille. Et en fait, ce n'est pas quelque chose qu'elle aurait voulu, et cela entacherait sa mémoire. Maintenant, Eric, c'est une force familiale qui est vraiment remarquable. Mais quelle différence cela fait-il légalement? Ce que veut la famille de la victime dans ce cas? Tu sais, c'est vraiment une position désintéressée que prend cette famille après avoir perdu leur fille bien-aimée à cause de la négligence de quelqu'un d'autre. Dire « Hé, je ne pense pas que tu devrais être trop dur avec ce gars non plus ». Ça compte ici, Jesse. Cela compte car le juge considère souvent l'avis de la victime sur la peine et l'acceptation du plaidoyer. La victime s'y oppose souvent en disant « c'est trop indulgent ». Mais ici, nous avons la famille qui vient à la table et qui dit « Hé, c'était un cauchemar horrible qui s'est produit, mais c'était une erreur. C'était un accident. Nous n'avons pas à enfermer ce gamin à vie. » Je pense que cela a influencé le déroulement de ces procédures. Je vais vous faire écouter certaines choses pour mieux comprendre ce qui s'est passé. La procureure adjointe Kenzie Ludwig a expliqué cet accord de plaidoyer accepté par Heard le 8 octobre. Écoutons. Il a accepté de plaider coupable. C'est assez long, alors donnez-moi un instant. Pour homicide par négligence. Donc, c'est pour la mort d'Ava. Il fera 60 mois de probation formelle. Il y a un certain nombre d'autres facteurs assez stricts qui sont exposés dans la requête de plaidoyer et qui font tous partie du dossier public. Mais je pense que la chose la plus importante, c'est que il n'a pas le droit de consommer quelque type d'alcool que ce soit pendant toute la durée de sa période de probation. Il n'a pas le droit de conduire même sur des terrains publics ou privés. Et en plus de cela, il lui est demandé d'effectuer 400 heures de service communautaire au bénéfice de la communauté. Et 200 de ces heures seront consacrées à promouvoir et à contribuer à sa propre communauté en l'honneur d'Eva. De plus, il va également intervenir lors de déclarations d'impact des victimes pour parler de son expérience dans cette affaire particulière. Ainsi, les personnes qui traversent le système, qui ont des expériences quelque peu similaires, pourront comprendre de première main ce qu'il a également vécu dans l'espoir de faire une différence. Le procureur Nathan Vasquez a affirmé en conférence de presse que cette tragédie a touché de nombreuses personnes dans cette petite communauté. Et l'espoir est que la résolution de cette affaire apportera un peu de réconfort. C'était une personne très spéciale et c'est une perte immense pour notre communauté. Nous avons travaillé extrêmement dur pour parvenir à la résolution que nous avons obtenue. C'est évidemment quelque chose que nous prenons extrêmement au sérieux. Et dans la prise de ces décisions et la manière dont nous résolvons ces affaires, cela se fait avec la contribution très attentive de la famille de la victime en veillant à équilibrer leurs souhaits avec la sécurité de la communauté. Et à travers tout cela, notre message constant est que ce bureau sera toujours guidé par l'idée que nous servirons cette communauté avec une responsabilité empreinte de compassion. C'est exactement ce qui s'est produit ici. Donc selon le procureur du district, les souhaits de la famille d'Ava ont pesé lourdement. Cela a influencé la décision sur le type d'accord de plaidoyer à proposer. Il voulait Esther une certaine forme de responsabilité, ce qu'Aiden a assumé depuis le début, et il a exprimé de profonds remords. Ils ont été très actifs et se sont beaucoup exprimés. Et ce qu'ils pensaient être la meilleure façon de rendre à la communauté, voir la justice à leurs yeux et réhabiliter Aiden pour l'avenir. Dans ce cas, je dirais extrêmement tôt et très souvent, ce que nous avons entendu de ce jeune homme, c'est qu'il voulait assumer ses responsabilités, qu'il prenait immédiatement des mesures pour s'engager dans des choses comme un traitement. Et il travaillait certainement avec la famille de la victime. Il n'a jamais fui ses responsabilités dans cette affaire, ni sa responsabilité pour ce qui s'est passé. Et ce sont là des facteurs importants.
Donc, en fin de compte, Heard a été condamné à 5 ans de probation et à 400 heures de travaux d'intérêt général. Il ne peut pas consommer d'alcool pendant sa probation. Il lui est interdit d'obtenir un permis de conduire à vie. Eric, après tout cela, que penses-tu de la conclusion? Je suis heureux qu'ils aient pris des mesures pour gérer proactivement les problèmes de dépendance liés à cette affaire. Je suis surpris, Jesse, qu'il n'y ait pas d'incarcération importante. Au Colorado, où je travaille, en cas d'arrestation pour conduite sous influence, même lors d'un premier incident avec accident, on risque la prison même sans décès. Ce monsieur avait 18 ans. Il a causé la mort de quelqu'un d'autre dans des circonstances extrêmement imprudentes. Le fait qu'il n'y ait aucune mesure punitive dans la sentence me surprend. Et d'ailleurs, s'il enfreint cela, qu'est-ce qui se passe? Il va en prison? S'il enfreint cela, il subira toute la rigueur de la loi. La peine maximale prévue pour le crime auquel il a plaidé coupable, ce qui, j'imagine, implique plusieurs années de prison. Il est donc sous surveillance stricte, ils vont le suivre de près. Ils vont sûrement imposer une sobriété contrôlée avec des tests pour vérifier qu'il ne consomme rien. Et s'il dépasse les limites ou commet un autre délit, ou s'il est accusé d'un autre crime, cela pourrait déclencher une procédure de révocation de probation. Et il pourrait risquer une peine de prison sévère. Maintenant, je voudrais aborder un autre aspect de cette affaire. Donc cet accident a provoqué des remous dans la communauté pour une autre raison. D'après The Oregonian, la propriété de cet accident, comme déjà dit, appartient à un ex-membre du conseil scolaire. Le Daily Mail indique que la propriété de 1,8 million de dollars appartient à Branda Jurasek et Matthew Dierdorf. Jurasek a occupé le poste de vice-présidente du district scolaire. L'affidavit de cause probable de cette affaire précise, je cite, « Aucune supervision adulte n'était présente ou proche du lieu du décès ». Beaucoup se demandent pourquoi Jurasek ou d'autres adultes n'ont pas été inculpés pour la fête et l'alcool chez des mineurs. Des centaines de personnes ont signé une pétition réclamant une enquête des forces de l'ordre et du conseil scolaire. La pétition souligne qu'il est choquant qu'Aiden Heard, élève du lycée de Scappoose, soit poursuivi pour l'accident, tandis que Branda Jurasek, adulte et membre du conseil scolaire, semble épargné. Et lors de la comparution d'Aiden Heard, l'Oregonian a cité le procureur adjoint Ludwig qui a déclaré « Il y a de profondes inquiétudes concernant l'endroit où cela s'est produit. Ces lycéens fréquentent souvent la propriété, consomment de l'alcool et conduisant ces véhicules dangereux. Cette situation aurait pu être évitée. Tous les signes avant-coureurs étaient présents. » Interrogé sur la responsabilité pénale des propriétaires ou d'autres personnes hors Aiden Heard, le procureur a répondu « Eh bien, j'étais prêt pour cette question et je l'attendais. Je vais dire ceci. Vous savez, la façon dont la loi de l'Oregon est rédigée ne correspond pas très bien lorsqu'on parle de droit pénal. Et comment peut-on tenir quelqu'un pénalement responsable pour ce type de comportement? Et ce dont il s'agit, ce dont nous parlons ici directement, c'est, vous savez, un propriétaire foncier ou un propriétaire de maison qui permet négligemment à des jeunes de consommer de l'alcool. Et ensuite, vous avez une issue aussi horrible et tragique. Donc, la loi ne nous offre pas vraiment de bons moyens d'agir sur le plan pénal. Il existe certainement quelques options civiles. Et je sais que c'est quelque chose que la famille envisagera et poursuivra. Je leur laisse cela entièrement. En ce qui concerne l'aspect criminel, vous savez, nous avions des preuves limitées, je dirais, qui nous reliaient directement au propriétaire. Voulons-nous ces preuves? Absolument. Yinos, nous avons certainement travaillé avec les enquêteurs et les personnes qui étaient prêtes à nous parler, et nous avons cherché cela, nous l'avons recherché. Nous accepterions volontiers ces preuves. Si nous les recevions, l'enquête pourrait envisager des poursuites pénales et nous les engagerions si possible. Commençons par là. Que pensez-vous des accusations criminelles, potentielles ou non? Vous savez, la plupart des États, et je crois que l'Oregon en fait partie, ont ce qu'on appelle une accusation comme la contribution à la délinquance d'un mineur. Et généralement, cela peut être intentionnel, mais aussi négligent. Cela survient souvent dans des situations où des mineurs reçoivent de l'alcool, où il y a une sorte d'influence illégale de la part de l'adulte qui contribue à ce qu'un mineur commette un crime. J'imagine donc que ces options seraient envisagées, mais ils doivent avoir assez de preuves pour le prouver. Mais si vous regardez, vous savez, une affaire comme la distribution de fentanyl, ce n'est pas exactement analogue. Mais souvent, le dealer peut être poursuivi pénalement pour un décès s'il a fourni la substance qui a causé ce décès. Ce principe s'applique-t-il ici? Je pense que ce sont de vraies questions. On dirait que la communauté a encore des questions ouvertes sur la responsabilité des parents et ensuite du membre du conseil scolaire dans ce cas.
Vous pensez qu'il y a une affaire civile ici? Oh, à 100%. Oui, je pense qu'il y a absolument une affaire de décès injustifié ici. Il semble que les parents aient des actifs importants et donc ceux-ci pourraient potentiellement être saisis par le biais d'une action civile. Et en regardant cela, vous savez, les parents ont cette belle maison, ce sont des membres éminents de la communauté, ils ont ces véhicules sur la propriété. Donc certainement, cela pourrait être une affaire civile à enjeux élevés que nous verrons ensuite dans cette saga en cours. Randa Jurasek a quitté le conseil scolaire en août, évoquant une forte pression publique. Dans sa déclaration de démission, elle a écrit « Des accusations graves ont été portées contre notre famille après la mort d'Eva. Nous assurons à notre communauté qu'elles sont fausses. Nous n'avons pas fourni d'alcool à des mineurs, nous ne cautionnons pas la consommation d'alcool chez les mineurs et nous ne l'avons jamais autorisé dans notre maison. Je comprends que les gens souffrent et cherchent des réponses. Cette précipitation à juger, amplifiée par les réseaux sociaux et des inconnus, crée une tempête qui détourne l'attention de l'essentiel. Je suis triste de voir comme certains habitants de cette ville se sont vite retournés contre nous. Je crains que la tension actuelle au conseil scolaire nuise à son travail. J'ai donc décidé de quitter le conseil immédiatement. Je ne pars pas à cause des accusations qui sont fausses. Je démissionne pour permettre au conseil de se concentrer sur les élèves, le personnel et les familles. Je ne veux pas que ma présence devienne une nouvelle source de division. Maintenant, Eric, si c'est vrai, tu peux comprendre ça, n'est-ce pas? Tu comprends pourquoi elle démissionne. Ça attire l'attention ici et pourrait compromettre leur travail. L'autre aspect, tu sais, ça, c'est de son point de vue. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé ici, mais quelle est ta réaction à la démission dans ce communiqué? Tu sais, en regardant ce communiqué, bien sûr, si les parents n'ont vraiment rien à voir avec ça, alors ils ne méritent probablement pas une partie de cette attention négative. Cela dit, les parents peuvent être négligents sans être directement impliqués dans l'activité criminelle de ces jeunes et adolescents. Même sans savoir pour l'alcool, ils auraient peut-être dû le savoir. Peut-être qu'ils avaient le devoir d'assurer au moins un certain niveau de supervision, surtout s'il y a des mineurs impliqués. Ne pas simplement laisser ces jeunes de 18 ans tout faire chez eux. Je pense donc que cette objection subsiste, même si la démission est justifiée et que les parents n'ont joué aucun rôle dans la consommation d'alcool. Et laissez-moi mettre la loi de côté un instant. Revenons à l'aspect humain de cette histoire. Pensez à la perte ici, à cette perte qui aurait pu être évitée. Selon sa famille, Eva voulait étudier la psychologie de l'enfant à l'université de l'Oregon et avait un bel avenir. Ils ont instauré une bourse à son nom. Selon un site d'information sur les bourses, une bourse unique sera attribuée chaque année à un étudiant envisageant d'intégrer une université, un programme professionnel ou un collège communautaire. Les étudiants doivent avoir de l'expérience ou vouloir soutenir l'éducation, la santé mentale et le développement des jeunes. Ava voulait aller à l'université de l'Oregon et travailler pour la santé mentale positive des enfants, une cause qui lui tenait à cœur. Au final, il ne reste qu'un souvenir. Nous ignorerons toujours le travail qu'elle aurait pu accomplir et cette perte pour sa famille, amis, communauté. Je pense qu'il ne faut pas que cela se perde, Eric, même en parlant des accusations et de la responsabilité. Ce ne sera plus jamais pareil. C'est tout simplement incommensurable. Vous savez, j'ai lu des rapports qui contiennent des déclarations des parents de la victime et ils sont tout simplement dévastés. Comme on pouvait s'y attendre. Vous savez, c'est une jeune fille qui est morte sans aucune faute de sa part. Elle faisait, vous savez, ce que la plupart des gens considéreraient probablement comme des activités courantes chez les adolescents. Maintenant, la situation a dégénéré. Il semble qu'elle ne conduisait pas et ne voulait pas forcément cela, mais c'est arrivé. Elle reste la véritable victime innocente de cette histoire et cette perte restera à jamais. Cette peine ne la ramènera jamais. Eric Fatis, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Ravi de vous voir. Heureux d'être avec vous. Et c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant, ici sur Sidebar. Merci à tous de nous avoir rejoints. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou votre plateforme de podcast habituelle. Suivez-moi sur X ou Instagram, je suis GC Weber. À bientôt.